En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, Nicolas Povro-Monti, et l'ex-secrétaire général de Médecins sans frontières et sénateur honoraire belge, Alain Destex, auteur d'un livre choc, Mayotte, comment l'immigration détruit la société, aux éditions Texki. Nous parlerons donc tout au long de cette émission de la question de l'immigration. Qu'est-ce que Mayotte nous apprend sur la France? La question migratoire se pose-t-elle de la même façon dans le 101e département français et dans le reste de la France? Quel est le coût économique de l'immigration? Peut-on parler de submersion migratoire comme le fait François Bayrou? Est-ce le défi le plus urgent auquel les nations européennes font face, comme l'a dit le vice-président des États-Unis vendredi durant la conférence de Munich devant les dirigeants européens? Tout de suite, les réponses de Nicolas Povro-Monti et Alain Destex en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Alain Destex, Nicolas Povro-Monti, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir ce dimanche. Nous allons parler pendant 1 heure de la question de l'immigration, une question qui divise les sociétés européennes, qui est au cœur de l'actualité. Je voulais vous faire peut-être réagir pour commencer, Nicolas Povro-Monti, au propos de J.D. Vance, justement ce vendredi, durant la conférence de Munich, devant les dirigeants européen, qui expliquait que l'immigration était le défi le plus important auquel étaient confrontées aujourd'hui les sociétés européennes. Est-ce que vous, en tant que directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, même si je sais que vous prenez pas forcément parti, vous observez les faits, est-ce que ça vous apparaît comme un défi majeur ? Ce qui est incontestable, c'est que c'est le défi autour duquel se restructurent à peu près toutes les démocraties européennes et tous les paysages politiques en Europe. Et de ce point de vue-là, la centralité qu'a prise la question migratoire ces dernières années ne vient pas du hasard. Elle vient d'abord et avant tout du fait que l'Europe, que l'Union européenne, sortent d'une décennie de tous les records en matière d'immigration. Sur une décennie 2013-2023, l'UE a accueilli 8 millions de demandeurs d'asile sur son sol. Donc vous voyez, en termes démographiques, c'est un peu comme si elle avait accueilli un nouvel État membre entièrement composé de demandeurs d'asile, qui serait le 15e par la taille de sa population. Si on prend les canaux d'immigration légale, 3,7 millions de premiers titres de séjour en 2023, c'est quasiment 140% de plus qu'il y a 10 ans. On pourrait multiplier les indicateurs comme ça. Et il est évident que c'est le clivage autour duquel se restructurent les grandes oppositions politiques. On voit la centralité qu'il a pris en France. En Allemagne, il semble que ça soit aussi autour de ce thème-là que se dessine la prochaine campagne électorale. Donc finalement, en disant ce qu'il dit, J.D. Vance prend acte d'une réalité plutôt qu'il ne la crée. J.D. Vance parle de défis majeurs. Notre Premier ministre François Bayrou a parlé de submersion migratoire. Ça a fait grand bruit. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme? Est-ce que c'est le bon terme, Nicolas Povro-Monti? Alors, le choix des mots a toujours une dimension subjective, pour ne pas dire politique. Donc, évidemment, submersion, c'est un terme qui est connoté négativement. Mais quelle que soit l'appréciation qu'on porte sur la politique d'immigration, on devrait quand même pouvoir réussir à s'entendre sur une base minimale de faits. Et cette base minimale de faits, elle est d'abord et avant tout qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. C'est vrai sur à peu près tous les indicateurs possibles. 3 fois plus de premiers titres de séjour accordés l'an dernier qu'on en accordait à la fin des années 90, 3 fois plus de demandes d'asile qu'à la fin des années 2000. Pour ce qui est de l'immigration clandestine, par nature, elle est le plus difficile à approcher. Mais si on prend l'indicateur classique, qui est le nombre de bénéficiaires de l'AME, l'aide médicale d'État, il a lui aussi triplé en 20 ans. Et ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est les enquêtes d'opinion qui ont été faites à la suite de la déclaration du Premier ministre. On a vu la forme d'hystérisation que ça a créé dans le débat public. Or, l'Institut ELAB, qui a posé la question à un panel représentatif quelques jours après, a estimé qu'il y avait 67% des sondés, 67% des Français. Et il y a un décalage incroyable entre le consensus sur cette question dans la population et le fait que ce soit extrêmement clivant pour les partis politiques et dans les médias aussi, il faut bien le dire. Absolument. Et il y a un certain nombre de partis politiques qui sont aujourd'hui en décalage avec une part notable de leur électorat. C'est-à-dire qu'on sait typiquement que le Parti socialiste s'est saisi de ce terme pour aller dans une forme de conflictualité plus grande avec le Premier ministre. Alors c'est des rapports de force politique qui leur appartiennent. Mais ce qui est frappant, c'est que 2 tiers des sondés disent partager ce constat d'une submersion, dont 43% des électeurs PS, dont 1 tiers des électeurs LFI, dont les 2 tiers des électeurs du bloc central. Donc effectivement, c'est aujourd'hui bien plus une ligne de consensus dans l'opinion qu'une ligne de clivage véritable.
Alain Destex, vous êtes ancien patron de Médecins sans frontières, vous êtes ancien sénateur belge, vous continuez à exercer la médecine, vous étiez à Mayotte en 2024 où vous avez soigné les Mahorais. Est-ce que pour le cas de Mayotte, le terme submersion migratoire vous apparaît approprié? Alors complètement approprié, et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le débat politique français ou européen, la gauche finalement continue d'imposer l'ordre des mots et l'ordre des choses. Les termes submersion étaient interdits, maintenant on va pouvoir l'utiliser puisque François Bayrou l'a utilisé. Il en est de même du grand remplacement, c'est Cohn-Bendit parmi les personnes autorisées à employer des termes corrects qu'il a employés à propos justement à mon avis de Mayotte, mais par la suite Mélenchon l'a repris à... Vous rappelez certains chiffres sur Mayotte pour qu'on comprenne bien. 50% de la population est immigrée, voire clandestine à Mayotte. 50% de la population est en fait en situation irrégulière. Donc c'est bien ça, c'est pas simplement de l'immigration, c'est de l'immigration irrégulière. Oui, la majorité des immigrés, sauf ceux qui sont devenus français ou qui ont acquis une carte de séjour à travers le mariage ou l'adoption, mais la majorité des personnes d'origine étrangère à Mayotte sont des illégaux. Et ça déstabilise évidemment complètement la société mahoraise qui a sombré dans la violence. À Mayotte, il y a un couvre-feu tacite. Alors, après cela, j'ai été en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, il y a un couvre-feu imposé par l'État français pour éviter la violence la nuit. À Mayotte, il n'y a pas de couvre-feu officiel, mais il y a un couvre-feu de facto parce que les gens ont peur de sortir le soir. Autrement dit, l'État, le gouvernement, a perdu le contrôle du territoire de Mayotte, en grande partie la journée, mais totalement la nuit. Vous parlez de termes autorisés et non autorisés, notamment avec l'expression submersion migratoire. Vous avez fait de la politique en Belgique. Est-ce que le politiquement correct, c'est la même chose en Belgique? C'est pire peut-être, on se souvient du discours de Donald Trump lors de son investiture qui était diffusée en Belgique en léger différé. C'est vous d'ailleurs qui m'avez appris ça. Oui, ça a fait rire le monde entier, effectivement, puisque je crois qu'il n'y a que notre chaîne nationale francophone, la RTBF, et la Corée du Nord qui ont diffusé le discours en différé. Mais si vous me permettez de réagir au discours de J.D. Vance, pour moi c'est un discours absolument historique. C'est la première fois qu'un leader européen, mondial au pouvoir, donc pas un opposant, tient des propos aussi clairs concernant l'immigration en Europe. Aucun dirigeant allemand, français ou autre n'a tenu ce genre de propos. Et si vous me permettez une image peut-être un peu exagérée, mais qui traduit mon enthousiasme pour ce discours, les Américains nous ont sauvés une première fois en 1944, en débarquant en juin. Eh bien, je me demande si le discours de J.D. Vance ne va pas être un tournant qui permettra à l'Europe de prendre conscience. Alors, évidemment, on n'en prend pas le chemin quand on voit les réactions des dirigeants. Il parlait d'ailleurs beaucoup de liberté d'expression aussi dans ce discours-là. Ça rejoint le débat que nous avions sur le politiquement correct et les mots autorisés et non autorisés. Est-ce que c'est un vrai problème démocratique aujourd'hui, vous qui avez fait de la politique notamment en Belgique? Vous savez, bien sûr, la liberté d'expression est un vrai problème dans tous les pays d'Europe, particulièrement en Belgique et en France, peut-être encore plus qu'ailleurs, en Allemagne également. Mais pour vous donner des exemples concrets, en France, on connaît évidemment la saga de C8 et la fermeture de C8, mais il y a des choses plus concrètes. Rumble, je ne sais pas si vous connaissez Rumble, c'est le réseau social alternatif à YouTube. Donc, YouTube est censuré. Si vous mettiez des critiques sur la gestion du Covid ou des critiques sur l'immigration, vous êtes censuré sur YouTube. Rumble est extrêmement connu aux États-Unis, est diffusé dans la plupart des pays européens et est interdit en France. J'invite vos auditeurs à essayer de trouver Rumble, ils vont voir interdit en France. Or, Rumble est devenu le premier réseau alternatif mondial à YouTube. Et récemment, pas plus tard qu'il y a 2 jours, la porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche a invité Rumble, qui sous Biden était interdit d'accès à la salle de presse, a invité Rumble expressément à poser la première question pour cette conférence de presse. Donc vous voyez, c'est insidieux en fait. C'est pas seulement des affaires très médiatiques
comme Rumble, comme C8, ça concerne aussi des réseaux sociaux. J'en profite pour vous interroger là-dessus également, Nicolas Puvvu-Monti, parce que je crois que vous avez été attaqué là-dessus récemment par nos confrères, disant que l'Observatoire de l'immigration et de la démographie était un observatoire d'extrême droite. Je crois que c'est pas, effectivement, vous ne faites pas de politique, Nicolas Puvvu-Monti. Je mets au défi à quiconque de trouver une quelconque prise de position politique, partisane dans ce qu'on produit. On a aujourd'hui la chance d'avoir un éventail d'interlocuteurs politiques très large qui traverse bien des groupes de l'Assemblée et du Sénat, parce que c'est aussi notre rôle de laboratoire d'idées de porter des analyses directement auprès des parlementaires notamment. Absolument, oui, on a été auditionné en septembre par les deux rapporteurs du budget immigration, qui sont deux députés ensemble, Charles Rodwell et Mathieu Lefebvre, qui ont d'ailleurs fait un excellent travail dans leur cadre de leur mission de rapporteur. Donc évidemment, tout cela n'a pas grand sens. Pour réagir à ce que dit Monsieur Destex, sur Mayotte, il y a évidemment un aspect très singulier, c'est-à-dire que Mayotte, c'est un département dont la population a doublé en 20 ans, d'abord et avant tout du fait de l'immigration, à la fois par les flux eux-mêmes et par la natalité liée à l'immigration. C'est-à-dire que l'indice de fécondité à Mayotte, il est de 4,5 enfants par femme, et les 3/4 des naissances sont issues d'une mère étrangère. Donc on voit que les deux phénomènes sont évidemment intrinsèquement liés. Et le deuxième aspect qui revient au discours de J.D. Vance, la situation migratoire de l'Europe, elle est celle qu'on vient de décrire. Mais je pense qu'il y a aussi une dimension, d'alerte prospective dans ce que dit J.D. Vance. C'est-à-dire qu'on a un phénomène d'accélération des flux qui n'a aucune raison de se tarir naturellement et qui a toutes les raisons de s'amplifier dans les décennies à venir. Pour une raison toute simple, nous sommes le continent le plus vieux du monde et nous sommes à quelques encablures du continent le plus jeune du monde, l'Afrique. L'Afrique dont la population a doublé depuis 1990, qui va encore gagner 1 milliard d'habitants d'ici à 2050, dont la moitié des habitants auront moins de 25 ans. Avec des écarts de niveau de vie gigantesques. Vous voyez, l'indice de fécondité sur le continent africain, il est de 4,2 enfants par femme, mais il est de 6 enfants par femme dans certains pays d'Afrique francophone comme le Mali. L'écart de niveau de vie entre le Mali et la France, c'est de l'ordre de 1 à 50. Donc il est évident que entre ce déséquilibre démographique d'une part et ce déséquilibre économique de niveau de vie d'autre part, les flux ont toutes les raisons de s'amplifier et ça implique évidemment un réajustement des politiques sur notre continent. Merci Nicolas Puvvu-Monti, merci Alain Destex. On se retrouve après une courte pause, toujours sur Sud Radio, toujours en toute vérité. On continuera à parler de cette question de l'immigration, comment l'immigration détruit une société. C'est le titre du livre d'Alain Destex consacré à Mayotte. C'est aux éditions Texki. On en parle après une courte pause. À tout de suite sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité, où nous débattons de la question de l'immigration ce matin, ou plutôt nous décryptons effectivement les conséquences de l'immigration de masse sur la société française, notamment avec le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, Nicolas Puvvu-Monti, et avec Alain Destex, auteur d'un livre passionnant, Mayotte, comment l'immigration détruit une société. Alain Destex, vous êtes ancien patron de Médecins sans frontières, vous êtes sénateur honoraire belge, vous avez repris justement votre métier de médecin et vous avez été en 2024 à Mayotte, dans le 101e département français. Vous racontez, ce livre, c'est votre journal de bord, ce que vous y avez vu. Est-ce que vous avez été surpris d'abord par la situation, inquiet, c'est assez poignant. Et votre livre, et ça montre d'une situation qui était déjà dramatique, parce que ça a été écrit, même si vous avez rajouté un chapitre à la fin, avant même le cyclone qui a frappé Mayotte. Oui, effectivement. D'ailleurs, en allant travailler à Mayotte, j'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre. J'ai tenu un journal, et puis après, face aux difficultés que rencontrent les Mahorais, j'ai décidé effectivement d'en faire un livre. Alors, globalement, donc il y a le problème de la violence qui est créée par l'immigration, mais il y a aussi les services publics qui sont complètement débordés, donc les centres de santé, les écoles, l'administration. Et la France a construit des infrastructures correctes, centres de santé, écoles, mais tout est complètement débordé. Par exemple, dans le centre de santé où je travaillais, plus de la moitié des consultations doivent se faire avec un interprète ou un traducteur, parce que les patients ne parlent pas le français. Il n'y a pas un seul lycée ou un seul collège qui n'accueille pas le double d'élèves
l'OQTF pour lequel il a été conçu. Et qui fait les frais de cette situation? Ce sont les Mahorais, parce qu'ils n'ont aucune priorité. D'où viennent ces migrants? Essentiellement des Comores? Alors, ils viennent essentiellement des Comores. C'est à 80 km, quelques heures de traversée. Aucun, évidemment, ne sont des réfugiés politiques. Ils viennent aussi de Madagascar. Mais depuis quelques années, ils viennent de toute l'Afrique. Ils viennent de Kinshasa, par exemple. Kinshasa, c'est à 3500 km de Mayotte. Il y en a même une minorité qui viennent de Guinée-Conakry et du Cameroun. Là, on est carrément à 6000 km de Mayotte. Et donc, c'est moins cher et moins dangereux surtout de prendre un avion ou la route, d'aller jusqu'en Tanzanie, traverser en toute sécurité sur un bateau de marchandises, arriver aux Comores et puis faire la dernière traversée vers Mayotte, que de prendre la route, traverser le désert du Sahara, la Libye, l'Algérie et ensuite la Méditerranée. Donc Mayotte est devenue une route migratoire importante pour accéder à la France et à travers la France à l'ensemble de l'Union européenne. Et concrètement, comment vous avez exercé votre métier là-bas? Quand on lit votre livre, on comprend que ça a été extrêmement compliqué. Les conditions sanitaires sont catastrophiques. Est-ce que vous avez pu soigner toutes les personnes que vous avez voulu soigner? Oui, parce qu'on est quand même en France et il y a des infrastructures médicales, il y a du matériel et des médicaments. Sauf qu'il n'y a jamais assez, si vous voulez. Il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'infirmiers, parce que le nombre fait que toutes les structures sont dépassées. Et puis, on est confronté à des pathologies qu'on ne voit pas en métropole. Par exemple, le choléra. Moi, la dernière fois que j'avais vu du choléra, c'était au Soudan en 1985. Ça remonte. Une épidémie de choléra dans un camp de réfugiés. Eh bien, j'ai retrouvé pratiquement 40 ou 50 ans plus tard le choléra à Mayotte. Alors, le choléra dans un département français, c'est quand même pas banal. De manière un peu moins dramatique, mais c'est quand même révélateur, vous m'aviez raconté cette anecdote, vous vous êtes retrouvé c'est pas votre spécialité, à accoucher une femme? Oui, parce que donc en fait les centres de santé, donc la Nouille, sont carrément coupé du chef-lieu Mamoudzou. Donc la journée, on a des possibilités d'évacuation, soit en ambulance, soit même par hélicoptère. La France est extrêmement généreuse. Ça me frappe toujours de voir des personnes... En même temps, c'est un département français. Oui, mais en même temps, elle met à disposition de migrants qui arrivent de pays où le PIB. Donc effectivement, c'est un département français, mais la France est un pays. On entend parfois des critiques en disant c'est pas assez, on fait pas assez. Moi, je trouve que la France est un pays extrêmement généreux. Je signale entre parenthèses que la fameuse AME, l'aide médicale d'État, dont on parle tant pour le moment, les frais de Mayotte et des autres départements et territoires d'outre-mer ne sont pas comptabilisés dans l'AME. C'est important de le dire à vos auditeurs, parce que si on prenait l'ensemble de ce que coûte la migration en termes d'AME, je pense que le chiffre augmenterait significativement. Mais la nuit, effectivement, d'abord les hélicoptères ne volent pas, et souvent il y a des problèmes de sécurité qui font que les ambulances ne peuvent pas rejoindre le chef-lieu. Donc on est amené à faire des actes médicaux qu'on ne ferait jamais en métropole et qui ne sont pas vraiment normalement faits par des médecins généralistes, mais à défaut d'autres médecins, on est bien obligé de les faire. Nicolas Pouvreau-Monti, j'y pense maintenant, parce que ça m'avait frappé à l'époque. Je crois que c'est François Bayrou qui a révélé effectivement cela. On parle beaucoup de la question des OQTF. On sait que de mémoire, 80% des OQTF, ou même un peu plus, je crois, ne sont pas exécutés. Et en fait, les rares OQTF exécutés le sont à Mayotte. Effectivement. Oui. Ça, c'est quand même un chiffre intéressant. Ça veut dire que hors Mayotte, c'est 100% des OQTF qui ne sont pas exécutés. Alors, il y a effectivement un régime particulier à Mayotte à cette zone-là, notamment parce que Monsieur Destex évoquait à l'instant la question de l'AME qui n'existe pas à Mayotte, c'est vrai. En fait, il y a un régime particulier en matière d'immigration à Mayotte sur beaucoup de sujets. Et sur le cas des OQTF, par exemple, le recours contre les OQTF à Mayotte n'est pas suspensif. C'est-à-dire qu'il est possible d'exécuter tout de suite une OQTF, y compris si la personne la conteste. Par ailleurs, les autorités procèdent parfois à des éloignements qu'on peut appeler infralégaux, c'est-à-dire que les gens arrivent dans un ferry depuis Anjouan, en fait on les remet dans le ferry, ça rentre pas vraiment dans les statistiques. Oui, ce qui est interdit ici, si on ne peut plus refouler directement quelqu'un qui traversera la frontière. C'est ça, et même à Mayotte, on est souvent dans une zone grise, mais la situation
est telle que finalement l'État laisse faire un certain nombre de choses et par ailleurs l'État prévoit des normes particulières. L'Union européenne ne vient pas contrôler ce qui se passe à Mayotte, en fait. C'est un peu ce que vous Pas de manière dites. excessive et par ailleurs le droit prévoit des adaptations. Par exemple, voilà, pas de recours suspensif contre les OQTF. Ce qui est assez notable de ce point de vue-là, c'est que on a beaucoup parlé ces derniers temps de la possible suppression du droit du sol à Mayotte. Il y a aussi des règles particulières déjà qui existent à Mayotte. Vous savez, il faut que au moins l'un des deux parents soit en situation régulière depuis 3 mois sur le territoire national au moment de la naissance pour que l'enfant puisse avoir la nationalité française à sa majorité. Un élément dont on parle peu et qui fait écho à l'attractivité migratoire dont parle Monsieur Destex, c'est que le gouvernement a présenté ces derniers mois la suppression possible de ce droit du sol comme le corollaire de la suppression d'un autre dispositif spécifique à Mayotte, qui est ce qu'on appelle les titres de séjour territorialisés. Alors, c'est un peu technique, mais ça a beaucoup d'implications. Ouais. En fait, il y a un certain nombre de titres de séjour qu'on donne à Mayotte qui ne sont valables qu'à Mayotte. Et c'est ce qui permet notamment de limiter, malgré tout, l'attractivité migratoire de Mayotte. Parce que si on a un titre à Mayotte, ça ne permet pas de se rendre librement en métropole et sur le continent européen. Voilà. Or, ce que nous dit le gouvernement, c'est que si le droit du sol est supprimé ou réformé à Mayotte, on supprimera le caractère territorial de ces titres de séjour. Et en fait, il faut prendre la mesure du risque migratoire que ça implique. C'est-à-dire que les gens pourront prendre l'avion pour arriver à Paris ou n'importe où en France. C'est-à-dire qu'un titre de séjour accordé à Mayotte vaudra pour tout le territoire national. Et si Mayotte devient une porte d'entrée vers la France métropolitaine et vers le territoire européen au sens large, en fait, on prend le risque d'ouvrir un nouveau Lampedusa en plein océan Indien. Et de ce point de vue-là, le rééquilibrage relatif qui serait apporté par la réforme du droit du sol mérite quand même d'être regardé de façon un peu distanciée, parce que le droit du sol est un facteur d'attractivité, clairement, à Mayotte comme en métropole, mais le principal facteur d'attractivité, c'est l'écart gigantesque des niveaux de vie entre Mayotte et les territoires qui l'entourent, et en particulier avec les Comores. Merci Nicolas Pouvreau, merci Alain Destex. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, on continue à débattre de l'immigration, à essayer de radiographier un petit peu la situation française et européenne. À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité. Nous parlons ce matin d'immigration avec le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, Nicolas Pouvreau-Monti, et avec Alain Destex, auteur de Mayotte, comment l'immigration détruit une société. C'est aux éditions Texki. On apprend beaucoup de choses. C'est un journal de bord. Avant la pause, Nicolas Pouvreau-Monti indiquait qu'à Mayotte, il y avait des titres de séjour territorialisés, ce qui faisait que ceux qui étaient en situation régulière à Mayotte ne pouvaient pas ce n'était pas un titre de séjour qui était valable en fait pour toute la France, et que c'était une revendication notamment des Mahorais de faire tomber cette spécificité, et que si elle tombait, eh bien ça aurait des conséquences, parce que ça ferait de Mayotte une porte, un Lampedusa, pour reprendre l'expression de Nicolas Pouvreau-Monti, dans l'océan Indien. Vous vouliez réagir? Est-ce que vous partagez cette analyse? Je partage l'analyse de M. Pouvreau-Monti. C'est une revendication des Mahorais, et ça montre que Mayotte n'est pas effectivement tout à fait un département comme les autres. Mais effectivement, si cette mesure était levée, alors là, pour le coup, on aurait une véritable submersion migratoire, non seulement de Mayotte, mais de la Réunion et plus généralement de Nicolas la France. Pouvreau-Monti, je vous redonne la parole tout de suite à Alain Destex, mais à la pause, vous nous disiez que ça avait déjà des conséquences. Alors, ça n'a pas été levé, mais que à la Réunion, la submersion migratoire de Mayotte a déjà des conséquences à la Réunion. C'est ça, il commence à y avoir des répercussions migratoires à la Réunion, mais qui seraient évidemment demain décuplées si un titre de séjour qui vaut à Mayotte valait à la Réunion, parce que la Réunion, par ailleurs, a un niveau de vie supérieur à Mayotte. C'est un grand département, et par ailleurs, c'est quand même beaucoup plus proche de Mayotte que ne l'est la métropole. Donc localement, les élus réunionnais sont vent debout, y compris des élus affiliés nationalement à des partis opposés à des mesures plus restrictives à Mayotte. Des élus LFI, pour être tout à fait clair, qui sont contre l'immigration à la Réunion, si j'ai bien compris. Je vous redonne la parole. Il faut dire les choses clairement. Parlons vrai, c'est le slogan de Sud Radio. Donc on parle vrai dans cette émission. Alain Destex, je vous redonne la parole tout de suite. Si on parle vrai, dans le débat politique national à l'Assemblée, ou quand on entend M. Retailleau, on entend quasiment comme unique solution pour Mayotte que la suppression du droit du sol.
Or, la suppression du droit du sol, soyons clairs, à Mayotte n'aura pas d'impact à court terme, ne pourrait avoir un impact qu'à très long terme. Ce n'est pas la solution au problème migratoire de Mayotte. Il y a des choses beaucoup plus immédiates, beaucoup plus concrètes qui peuvent être entreprises par le gouvernement. Je vous en cite 3 brièvement. Premièrement, refouler les bateaux sans leur permettre d'accoster à terre et de faire un tri à terre. Parce qu'aujourd'hui, un tri est fait lorsque les bateaux sont abordés, et il y a à peu près 40% de ceux qui arrivent qui ont quand même le droit de rester. La deuxième mesure, ce serait de permettre à la gendarmerie et aux forces de police d'aller dans les bangas, dans les bidonvilles, et d'arrêter les illégaux à l'intérieur de chez eux, ce qui est interdit pour le moment. Et la troisième mesure dont on ne parle jamais, qui est la suppression de la polygamie et des bébés papiers, qui est un phénomène extrêmement répandu à Mayotte. Pour une femme étrangère qui arrive à Mayotte, le meilleur plan, si je puis dire, c'est de se faire un enfant par un Mahorais, parce qu'automatiquement l'enfant est français et la mère obtient un titre de séjour. Et ce genre de chaîne migratoire avec des divorces au bout d'un temps. Et là, la suppression du droit du sol, ça ne permettrait pas. Ça n'aurait aucun impact là-dessus, parce que parce qu'il y aurait une partie de droit du sang avec, puisque oui, ce serait un enfant fait avec ce sont des enfants faits avec des Mahorais notamment. Oui, alors là évidemment c'est plus difficile, mais une mesure pour lutter contre ça, c'est l'interdiction de la polygamie, parce que la polygamie est théoriquement interdite, mais dans les faits, elle est tolérée. Et l'État est tellement débordé par les missions de base, santé, éducation, sécurité, qu'il n'a pas le temps de s'occuper de tout le reste, notamment les bébés papiers, la polygamie. Donc déjà, si les cadis musulmans, par exemple, qui font les mariages traditionnels, qui sont les plus fréquents et les plus répandus, étaient poursuivis et pénalisés lorsqu'ils font un mariage avec un homme qui a déjà plusieurs femmes, ce serait déjà une très bonne chose. Vous savez que un bébé papier, donc un bébé dont les deux parents sont génétiquement des étrangers, les parents vont trouver un Mahorais, lui donnent 300 €, ça coûte 300 €, et le Mahorais accepte de reconnaître l'enfant, il va à la mairie, il dit c'est mon enfant, et automatiquement la mère obtient un titre de séjour. Et il n'y a rien qui est fait pour lutter contre ce phénomène. Vous nous avez dit donc que le droit du sol est peut-être pas la priorité, parce qu'il faudra du temps pour que ça ait des effets concrets. Est-ce qu'il faut se l'interdire pour autant ? Non, bien entendu. Je pense vraiment qu'il faut supprimer le droit du sol. À mon avis, il faut le supprimer à Mayotte et en métropole et partout en France. Mais on accorde trop d'importance à présenter la suppression du droit du sol comme la solution du problème à Mayotte. Et je crois que M. Pouvremonti est d'accord avec moi. Ce n'est pas la solution. Ça aura un impact à moyen et long terme. Les facteurs d'attraction pour venir à Mayotte, c'est le système de santé, la santé quasiment gratuite pour les migrants, les écoles gratuites également jusqu'à 18 ans, et malgré tout un niveau de vie qui est 10 fois supérieur à celui des Comores ou de Madagascar. Et paradoxalement, on pouvait penser qu'éventuellement, après le cyclone, des migrants retourneraient aux Comores. Eh bien, c'est pas le cas. Les flux migratoires continuent, et il y a au contraire des Comoriens qui profitent de cette situation, où l'État est encore plus débordé puisqu'il doit faire face aux conséquences du cyclone, pour venir à Mayotte. Donc là, au moment où on parle, les flux migratoires s'intensifient. Nicolas Pouvremonti, la suppression du droit du sol, est-ce que c'est un débat important à Mayotte, mais aussi en métropole ? Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on admet que le droit du sol peut être, à côté de bien d'autres choses, un facteur d'attractivité à Mayotte, il va de soi que la question se pose en métropole. Depuis l'an 2000, il y a environ 3 millions de personnes qui ont acquis la nationalité française sur l'ensemble du territoire. Et parmi ces 3 millions de personnes, plus de 700 000 l'ont acquise par le droit du sol. Alors, peut-être rappeler en quelques mots ce qu'est le droit du sol dans le contexte français. C'est l'acquisition automatique à 18 ans de la nationalité française par un jeune né en France de parents étrangers et qui a vécu au moins 5 ans en France entre l'âge de 11 et de 18 ans. Cette acquisition, je répète, automatique, c'est-à-dire sans vérification d'aucun critère d'intégration, sans même la vérification de casier élémentaires du type casier judiciaire, absence de condamnation pénale grave. Et cette question de l'automaticité, d'abord, elle pose un enjeu de principe dans l'adhésion à la communauté nationale, mais elle est aussi un facteur de choix parmi de nombreux autres pour des immigrés lorsqu'il s'agit finalement de s'arrêter sur un pays de destination. Ça a pu être attesté au niveau mondial par le travail remarquable de 3 économistes, Bain, Machado et Ruisen, qui ont publié une étude en 2020 et qui montre que quand on regarde 140 pays de départ, globalement le sud mondial, comme on dit, et 38 pays d'arrivée, les pays de l'OCDE, les pays développés,
la facilité d'accès à la nationalité d'accueil fait partie des facteurs qui font qu'un immigré qui a déjà décidé de quitter son pays choisit une destination plutôt qu'une autre. Et ce droit du sol, il pose des questions par lui-même, mais il pose aussi des questions dans le sens où il implique ensuite toute une série d'autres acquisitions de la nationalité par capillarité. Pour vous donner simplement un exemple, les frères et sœurs de personnes devenues françaises par le droit du sol ont aussi le droit à la nationalité française, même si elles ne sont pas nées en France, sous réserve de quelques critères. Et là, évidemment, ça ne compte même pas dans les 700 000 acquisitions que j'ai pu vous donner. Donc, ce qui pose la question, finalement, de la simple capacité de regard politique sur un sujet sur lequel, contrairement à bien d'autres sujets d'immigration, le politique a gardé la main. C'est-à-dire qu'il y a très peu de contraintes européennes en la matière. À ce stade, je dis bien à ce stade, il y a même très peu de contraintes constitutionnelles. C'est-à-dire que c'est l'article 34 de la Constitution précise bien que c'est la loi ordinaire, qui fixe les règles relatives à l'acquisition de la nationalité. Donc voilà, la question du droit du sol se pose aussi évidemment en métropole de manière légitime. Métropole, Mayotte, est-ce que c'est vraiment la même situation? Parce qu'on a commencé par parler de submersion migratoire en général en Europe. On est revenu sur la phrase de Didi Vance qui parlait de l'immigration comme le défi le plus important auquel étaient confrontées les sociétés européennes. Mais est-ce qu'on mélange pas tout finalement quand on parle de Mayotte et de la métropole? Est-ce que Mayotte c'est le futur de la métropole ou est-ce que ça reste un cas à part, Nicolas Pouvron-Montier? Alors, Mayotte est très clairement un cas à part par le caractère singulier, extrême, disproportionné des phénomènes migratoires qui s'y déroulent. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de réalités sur le territoire métropolitain qui ne sont pas sans rappeler localement la situation de Mayotte. Pour prendre un exemple archétypal mais qui est attesté, c'est le cas de la Seine-Saint-Denis. Vous voyez, en 2018, on a eu 2 parlementaires, les députés Coquendo et Cornu-Gentil, qui ont produit un rapport sur les politiques publiques de l'État en Seine-Saint-Denis, et qui à l'époque avaient estimé la population d'étrangers en situation irrégulière dans ce seul département entre 150 et 400 000 personnes. Et vous voyez, 400 000 personnes, c'est un quart de la population officielle du département de la Seine-Saint-Denis. Ce qui pose question d'ailleurs, c'est aussi l'écart dans l'estimation, 150 à 400 000. C'est-à-dire que l'État ne sait pas si 250 000 personnes en situation irrégulière se trouvent ou ne se trouvent pas dans un département qui est directement limitrophe de Paris. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Mais par ailleurs, ça montre que ces phénomènes de concentration de l'immigration irrégulière, évidemment, sans arriver aux proportions de Mayotte, font écho à des réalités qui sont en train de s'amplifier également sur certaines parties du territoire national dans son ensemble. Vous avez été à Mayotte, Alain Destex. Est-ce que c'est comparable à la situation en métropole? Est-ce que c'est honnête intellectuellement de faire ce parallèle? Personnellement, je crois que oui, parce que c'est ce qui risque d'arriver, et c'est ce qui arrive déjà, comme vous l'avez dit, dans certains territoires perdus, comme on dit, de la République. Et il ne faut pas oublier qu'à Mayotte, ça s'est fait progressivement. Vous avez rappelé que la population a doublé en 10 ans, mais en 1958, elle était de 28 000 personnes, et aujourd'hui, elle est d'environ 400 000 personnes. Donc on est à une multiplication par 13 ou 14 probablement. Donc les Mahorais ont vu leur situation se dégrader au fur et à mesure. C'est pas venu du jour au lendemain brutalement. En fait, c'est ce qu'on constate en métropole, en Seine-Saint-Denis, mais pas seulement, dans beaucoup d'endroits en France, mais aussi en Belgique ou en Allemagne, où les problèmes auxquels sont confrontés les Mahorais sont les mêmes, mais peut-être avec une intensité différente. Et donc ces problèmes sont d'abord la violence, une violence inédite, une violence nouvelle, l'utilisation de couteaux, de machettes, etc., des choses qu'on ne connaissait absolument pas auparavant, et puis des services publics qui sont totalement débordés et dans lequel les Français n'ont pas de priorité. Si vous voulez, si à Mayotte, il y a un seul spécialiste, par exemple, un seul ophtalmo, le Mahorais n'a pas de priorité par rapport à un migrant qui vient d'arriver. Il n'y a pas de priorité non plus dans les écoles. Autrement dit, les Comoriens qui arrivent à Mayotte sont mis dans les classes de leur âge. Or, ils ne parlent pas le français. Donc, la conséquence, c'est qu'ils abaissent le niveau de tous les autres élèves de la classe, d'autant plus que les professeurs ont tendance à s'occuper davantage des élèves en difficulté que des bons. Ouais. C'est exactement ce qui se passe en Seine-Saint-Denis et dans beaucoup d'écoles françaises. Et donc ce phénomène de fuite de la classe moyenne française de souche, je ne sais pas si on a le droit d'employer ce mot ou pas, peut-être ici, on a le droit. On a tous les droits. C'est de fuir ces endroits, comme les Mahorais fuient les endroits où, selon eux, il y a trop d'immigrés, pour essayer de se concentrer dans les quartiers où ils vont encore avoir un accès aux soins et à la scolarité de leurs enfants
enfants correctement. Donc non seulement le bac à Mayotte, les taux sont, je crois, de 20%, les taux de réussite sont, je crois, de 20% inférieurs à ceux de la métropole, mais en plus, le bac est vraiment bradé, si vous voulez. J'ai de nombreux... C'est un peu le cas en métropole, ça pour le coup. Alors s'il est bradé en métropole, je vous dis pas la situation à Mayotte. Il est soldé à Mayotte. Voilà, vous voulez donner. Il est soldé à Mayotte parce que le rectorat fait tout pour essayer d'augmenter un peu les taux de réussite. Mayotte, la France, le parallèle est aussi politique et c'est paradoxal d'ailleurs, puisque la montée en puissance qu'on observe en France du Rassemblement national, on observe la même à Mayotte, elle est même d'une certaine manière décuplée. Et on rappelle que Mayotte est une île où les musulmans sont majoritaires. C'est même une île essentiellement composée de musulmans. Oui, alors là pour moi ça a été vraiment une très grosse surprise. À 97%, la population de Mayotte est noire et musulmane. Et bien, elle vote pour des candidats de droite, 52% pour le Rassemblement national aux élections européennes, et une des deux députées de l'île est une députée du Rassemblement national. Et vous avez parfois une anecdote vaut mieux que de longues analyses. Pendant tout l'été où j'ai travaillé là-bas, les affiches de Marine Le Pen et de Jordan Bardella sont restées affichées sur tous les panneaux électoraux. Alors je vous laisse imaginer à Paris ou dans les villes françaises si les affiches de Marine Le Pen auraient pu rester très longtemps. Donc voilà, cette population, elle est victime de l'immigration, elle vote pour le Rassemblement national. Merci Alain Destex, merci Nicolas Pouvreau-Monti. C'est bientôt la dernière partie de cette émission. Dans quelques minutes, la conclusion dans Toute Vérité sur Sud Radio. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, avec Alain Destex, ancien directeur de Médecins sans frontières, ex-sénateur belge, vous êtes sénateur honoraire d'ailleurs, et puis vous êtes l'auteur de cet essai Mayotte, comment l'immigration détruit une société. C'est aux éditions Texki, où vous racontez votre expérience à Mayotte, puisque vous avez été médecin à Mayotte. Vous nous disiez à Alain Destex avant la pause que de manière spectaculaire, la percée spectaculaire du Rassemblement national à Mayotte, qui aux européennes a fait plus de 50%. Nicolas Pouvreau-Monti, est-ce que vous avez des éléments justement sur le lien entre l'immigration et le vote, et ce qui est frappant à Mayotte, c'est entre la question de l'immigration et le vote, et ce qui est frappant aussi à Mayotte, et ce que disait Alain Destex, c'est que Mayotte est une île majoritairement musulmane, et donc ça montre finalement que le vote RN n'est pas relié à l'appartenance ethnique ou à l'appartenance religieuse. Est-ce qu'on voit par exemple le vote pour le Rassemblement national aussi évoluer sur certaines parties du territoire français, avec des populations d'origine immigrée qui voteraient de plus en plus pour le Rassemblement national, peut-être par ras-le-bol de l'immigration et de ses conséquences? Alors, pour ce qui est des populations d'origine immigrée, généralement, les instituts de sondage sont plutôt prudents dans la catégorisation des répondants. On ne fait pas de statistiques ethniques en France, donc c'est compliqué. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez des chiffres. Alors, il y a peu de données objectives en la matière, mais ce qu'on sait néanmoins, c'est que l'immigration, qui était au deuxième tour de la dernière présidentielle le 9e sujet de décision des électeurs en termes d'importance, a été le 2e lors des dernières élections européennes, et a été le 2e sujet le plus important aussi lors du premier tour des législatives. Et il ne vous aura pas échappé que dans ces deux cas, il y a eu effectivement une percée forte du Rassemblement national qui s'est positionné de longue date sur ces sujets-là. Et si on regarde au niveau territorial, on se rend compte qu'il y a une percée du vote RN dans des territoires où il était historiquement absent. On peut penser au Grand Ouest, par exemple, la Bretagne, les Pays de la Loire, etc. Alors, s'il n'y a pas une causalité absolue, il y a néanmoins une corrélation avec le fait que ces territoires ont accueilli depuis 15 ans beaucoup plus d'immigration qu'ils n'en accueillaient par le passé. Si vous prenez les villes de 100 000 habitants dont la part d'immigrés dans la population a le plus augmenté entre 2006 et 2021, vous avez Le Mans, Brest et Caen, dont la part d'immigrés dans la population a doublé en 15 ans. Si vous descendez à des strates de communes encore plus petites, parfois c'est du x3, x5, x8, parce qu'on a ouvert un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, parce que construction de logements sociaux, parce qu'un certain nombre de facteurs conjoints. Et il est
très probable, voire même absolument attesté, que l'arrivée de la question migratoire dans les territoires où elle ne se posait pas a pu jouer avec d'autres facteurs économiques, territoriaux, un rôle dans la poussée du vote RN dans ces territoires-là. Et y compris, alors là on n'a pas de statistiques ethniques en France, mais peut-être y compris de la part d'une population qui elle-même est d'origine immigrée. Je vous pose la question aussi, Alain Destec, je sais que vous êtes passionné par la vie politique américaine et on avait commencé cette émission sur J.D. Vance et la question migratoire. Ce qu'on a vu aux États-Unis, ce sont les minorités ethniques qui se sont mis à voter, peut-être pas massivement, mais de manière beaucoup plus importante que par le passé pour Donald Trump. Oui, et c'est malgré tout un basculement, parce qu'au niveau des hommes latinos, d'origine latino-américaine, on est à plus de 50% maintenant pour les républicains et Donald Trump. Mais moi, la conclusion que je tire de ce débat, si vous voulez, c'est que l'immigration, ce n'est pas seulement, comme on a tendance parfois à la présenter, comme un problème d'intégration économique ou culturelle, c'est d'abord une question de nombre. Quel que soit le profil ethnique ou religieux des immigrants, à partir du moment où ils sont très ou trop nombreux par rapport à la société d'accueil, ça crée des problèmes quasiment insolubles. Parce que les Comoriens, ils sont ethniquement comme les Mahorais. Ils sont, et là, je vous vois sourire, mais parce qu'évidemment c'est l'argument de LFI, sauf qu'ils en tirent une mauvaise conclusion, mais ils sont ethniquement comme les Comoriens et les Mahorais sont de la même origine, ils sont musulmans très majoritairement, mais il n'empêche qu'ils sont devenus, après 50 ans de séparation, ce sont deux peuples différents. Ils sont français. Les Belges et les Français sont pas des mêmes peuples, alors qu'on parle la même langue et on est tous les deux de la même civilisation européenne. Et si des dizaines de milliers de Belges commençaient à déferler sur le nord de la France et saturaient les écoles et les services publics, ça poserait le même genre de vidéo. Donc le nombre est la question fondamentale. Et ensuite viennent les questions économiques et culturelles. La question du nombre, est-ce qu'elle se pose aussi en Belgique? On a parlé de la France, mais on a vu le cas de Molenbeek, le cas de Bruxelles que vous connaissez bien. Est-ce que on parlait de l'Europe, que la question migratoire était un défi pour l'Europe. Est-ce que c'est un défi particulier pour la capitale, en quelque sorte, de l'Europe, qui est Bruxelles? Alors là, vous ouvrez un nouveau sujet. Il va falloir nous réinviter tous les deux. Lui pour les chiffres et moi pour l'expérience vécue. Parce que, mais effectivement, quand j'entends les excellents chiffres de monsieur Poiromonti, est-ce que je prononce bien votre nom? Poiromonti, pardon, excusez-moi. Quand j'entends les chiffres sur la France, en fait, pour chaque chiffre rapporté à la population, la situation belge est pire. Et malheureusement, Bruxelles, je crois que là, on est plus dans une situation comme Mayotte, même si c'est pas la même chose, parce que sinon, on va reprendre cet extrait et dire que je raconte n'importe quoi. Ouais. Mais quand même, on approche dans certaines communes, la population musulmane est déjà majoritaire et les problèmes d'intégration sont majeurs. Et le vote ne se fait plus en fonction de considérations politiques, mais c'est un vote qui est devenu purement ethnique et religieux. C'est-à-dire les Turcs, qui sont aussi belges, votent pour des candidats turcs, les Marocains pour des candidats marocains. Et l'intégration a été complètement ratée. Donc malheureusement, la Belgique est vraiment l'anti-modèle pour la France, si vous voulez. Nicolas, vous vouliez peut-être ajouter, vous avez peut-être des chiffres sur la Belgique, je ne sais pas encore, mais ça ne saurait tarder. On en parlait tout à l'heure avec M. Destec, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs d'intégration économique, sociale ou culturelle de l'immigration en Europe et dans le monde développé, on se rend compte que la France est souvent en bas de classement, notamment pour ce qui est de l'intégration sur le marché du travail, entre autres choses. Mais la Belgique est souvent nous bat, si je puis dire. On est meilleurs. Pour vous donner juste une donnée, c'est des données de l'OCDE 2020. La part des jeunes nés en France de parents immigrés qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation est la plus élevée de tout le monde occidental, à l'exception de la Belgique. La part est encore plus élevée en Belgique. Nous sommes les champions olympiques. Mais voilà, c'est hélas un certain nombre d'indicateurs comme ça. Et peut-être un deuxième point sur ce que disait M. Destec, il y a évidemment la question du nombre, parce que la question du nombre, c'est ce qui commande tout le reste fondamentalement. Mais il y a aussi la question de la distance culturelle, anthropologique, sociale, économique entre la société de départ et la société d'accueil. Et de ce point de vue-là, il y a une singularité française. Nous sommes le pays d'Europe
qui reçoit l'immigration la plus largement originaire du continent africain, au sens large. C'est-à-dire que c'est 3 fois la moyenne de l'Union européenne. La population immigrée originaire d'Afrique subsaharienne, par exemple, en France, a doublé depuis le milieu des années 2000. Et ça pose aussi des enjeux spécifiques qui ne se posent pas dans d'autres pays européens où la question migratoire se pose par ailleurs, parce qu'il y a cet enjeu finalement d'écart entre les deux sociétés. Nous saluons tout de même nos amis belges que nous aimons beaucoup. On a parlé de l'écart culturel, de la question du nombre. Alain Destex nous disait c'est plus important finalement que le reste. Il y a un élément qui ressort du livre d'Alain Destex pour Mayotte, c'est le système de santé qui est quand même totalement détruit en fait par cette submersion migratoire. Je sais que vous avez via l'Observatoire beaucoup étudié l'impact de l'immigration sur le système de santé en France. Est-ce qu'il est menacé par l'immigration? Alors on me dit dans l'oreillette, très rapide, je suis désolé, il reste 30 secondes, mais on terminera là-dessus. En quelques mots, faible intégration de l'immigration en France sur le marché du travail, donc faible cotisation à tous les systèmes de solidarité et notamment au système de santé, parce que chômage plus élevé et lorsque souvent travaille sur des métiers peu qualifiés, donc peu rémunérés, d'une part, et d'autre part, plus forte consommation par l'immigration du système de santé. Pour vous donner juste une donnée, la part des femmes immigrées en France qui déclarent un mauvais état de santé est supérieure de moitié à celle des femmes non immigrées. Du côté des hommes, c'est 1/3 de plus, et donc ça pose évidemment des questions de déséquilibre majeurs, qui sont spécialement marquées sur certains dispositifs dont on parle beaucoup évidemment, dont l'aide médicale d'État, prise en charge intégrale du panier de soins sans contribution. Voilà, donc il y a un enjeu effectivement de déséquilibre généré par l'immigration sur le système de santé français. On pourra vous réinviter pour en parler. On n'a pas eu le temps non plus de parler d'une note qui est passionnante, j'en profite quand même pour le dire, de Pierre Danon, qui a été faite pour l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, et qui explique que l'immigration a un coût économique très important, et que c'est aussi, on peut faire beaucoup d'économies, puisqu'il y a des questions budgétaires qui se posent aujourd'hui sur l'immigration. Il dit qu'on peut faire 7 milliards d'euros par an. J'arrête parce que nous débordons. Mais en tout cas, c'était passionnant. Merci Alain Destex, merci Nicolas Pouvreau-Monti. Je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.